Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors Samuel, c'est ta grande première sur Antasia. C'est hyper émouvant. Hein. Tu vas donc nous parler tout au long de cette saison d'une passion qui t'anime depuis, j'imagine, fort longtemps. Oui, alors c'est pas fort longtemps. Hein. C'était vraiment il y a quelques années suite à un changement de vie où j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux cartes. Et en fait, c'est les cartes qui m'ont permis aussi de rencontrer des gens. Et puis d'en savoir un peu plus aussi bien sur les oracles, le tarot et le petit Lenormand que je vais vous présenter tout au long de cette saison. Donc tu vas nous initier. C'était pas l'été là? Arrête, tu vas me perturber, Isiliane, ça y est, je suis foutue. J'ai rien préparé sur été là pour info. Mais tu connais été là? De nom, en fait. Ah, de nom, d'accord. Écoute, je sais pas pourquoi, mais dans ma vision, Samuel, c'est été là, quoi. Je sais pas. Il faut que j'arrête ça. Mais non, c'est le petit Lenormand. En plus, il faut que je pense à Mimi qui a fait une chronique sur Mademoiselle Lenormand. Donc, il faut la corrélation. Donc, mon très cher Samuel, donc il y a toute une introduction que tu vas passer un plan de malade. Est-ce que tu veux d'abord qu'on fasse le petit plan de la saison? Ou alors, on y va cash? On peut faire le plan de la saison, en fait. Ça permettra à tout le monde et aux auditeurs de comprendre le déroulement, oui. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Donc, tu vas commencer aujourd'hui par... Alors, par la cartomancie, notamment le nom de ce jeu. Ensuite, c'est comment il a été popularisé. Je vous présenterai quelques jeux de Lenormand, notamment le Tiro Marchetti, les origines du jeu, et puis j'irai un peu plus loin, mais tout ce qui est tradition, comment ce jeu a été un petit peu compris en fonction des pays, parce qu'il y a vraiment toute une histoire aussi bien dans le temps et l'espace. Et puis, j'essaie de vous présenter des tirages, des interprétations de cartes pour que vous puissiez vous familiariser à ce jeu. D'accord, waouh. Et ça promet pour toute la saison. Magnifique. Et donc, en fin de compte, c'est une sorte d'initiation comme Mimi a pu nous faire avec le tarot. C'est bien ça. Et je lui fais une petite dédicace à Mimi, puisque lors de cette première chronique, j'ai parlé de sa chronique sur Mademoiselle Lenormand, et Vera a aussi fait une chronique sur Mademoiselle Lenormand. Donc je lui fais un petit coucou à Mimi. Donc ça veut dire que la chouette équipe est animée et habitée par le petit Lenormand. On est d'accord, hein? Qui vont être obligés d'être habités par le petit Lenormand. Il y a une continuité qui s'opère qui est logique. Franchement, c'est super. Moi, j'ai hâte. Faire une blague débile. Vas-y, fais ta petite blague. Vas-y. Prépare-le-moi pour moi. Hein. Vas-y, il est là. On peut dire que le petit Lenormand était là. Ah, bien. Alors là... C'est fait. Et maintenant, je me tais. Mais tu vas me perturber jusqu'au bout, Isiliane. Non, mais la vérité... Ça y est, je suis foutue. Le petit Lenormand était là. Non, mais ça y est. On est dans une autre dimension. Je pense qu'il a réfléchi vraiment à cette blague. Non, elle est spontanée. Ah bon, d'accord. Elle va finir dans le bêtisier, moi je vous le dis. Bof, comme d'hab. Fais attention, Samuel, parce que si tu dis aussi des couillonnades, tu vas finir aussi dans le bêtisier. J'aimerais bien qu'on me relève d'ailleurs sur le bêtisier, ça serait bien. Parce que je suis pas mal dans le bêtisier quand même. D'accord. Tu dis des bêtises. Attends, c'est marrant quand même. On est d'accord. Alors c'est parti pour la première. Je l'assume pas cette blague, elle était nulle en fait. Mais non, elle est bien ta blague. Mais non, elle va me permettre de réussir à comprendre que Samuel va être là chaque troisième dimanche pour parler du petit Lenormand. En plus, je vois, elle est née au mois de mai. C'est ça. Bon, je vais pas en dire plus, ça. Sinon je vais spoiler ton petit plan. Mon plan. Bon, allez, on va commencer. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce jeu, c'est qu'il y a une légende, en fait.
Et une, voire plusieurs légendes, mais on va commencer vraiment par le nom. Et donc, bon, ben voilà, je vais pas vous spoiler, mais je pense que beaucoup de personnes on en a déjà parlé. On va parler de Mademoiselle Lenormand. Donc, elle s'appelle Marianne Adélaïde Lenormand et qui est née en 1772 à Alençon. Donc, elle est orpheline de père dans un premier temps, puis de mère. Donc, vous imaginez un petit peu la situation avec les beaux-parents. Et ils ont préféré la placer dans un couvent de bonnes sœurs à Alençon. Ça aurait été un petit peu sympa, en fait. Et le problème, c'est qu'elle a fait des prédictions, en fait, de nombreuses prédictions. Et il faut savoir que lorsque les prédictions se sont vraiment avérées, ça a un petit peu mis mal à l'aise les bonnes sœurs. Vous imaginez un petit peu la situation. Donc la solution, c'était de lui dire, bon, on va te faire sortir, c'est mieux que tu sortes. Et donc, en fait, son beau-père, qui est drapier de métier, l'invite à monter sur Paris en tant que couturière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Marianne ? Elle fait de la couture, mais à côté de ça, elle tire les cartes. Et petit à petit, la clientèle, il venait plus pour se faire tirer les cartes que pour se faire des ourlets, en fait. Et c'est une rencontre qui est à l'origine. C'est Madame Gilberte, qui elle aussi était voyante, qui lui a dit, écoute, Marianne, faut que tu arrêtes tout. Arrête la couture, hein, je pense que c'est plus la peine. Il faut que tu montes un cabinet. Donc, elle ouvre son cabinet au 5 rue du Tournon, dans le quartier du Faubourg Saint-Germain. Vous allez voir, Faubourg Saint-Germain, c'est important pour ça. Et elle va avoir une certaine renommée et elle va rencontrer des grandes têtes. Et il faut savoir que ces têtes, en cette année, on sait où est-ce qu'elles ont fini, en fait. Hein. Donc, pour nom, on aura Robespierre, Marat, Saint-Just. Donc, on sait où est-ce qu'ils ont fini dans tout ça. Mais c'est surtout avec Joséphine de Beauharnais et Napoléon qu'elle va vraiment avoir sa notoriété. Et elle va être surnommée la Sibylle du Faubourg Saint-Germain, du lieu de son domicile. Donc, elle décède en 1843, où elle a des funérailles dignes d'un chef d'État. Et elle est enterrée actuellement au Père-Lachaise, où elle a une tombe fleurie et beaucoup de personnes, voyants ou médiums, viennent se recueillir pour déposer les cartes. Donc, comme j'ai dit, je fais une petite dédicace à Mimi et à Vera, parce que si vous voulez avoir un peu plus sur l'histoire de Mademoiselle Lenormand, vous pouvez retrouver les podcasts. Voilà, donc là, elle décède. Le problème, c'est que de son héritage, on a plus des mémoires, des histoires qu'elle a eues vis-à-vis de Joséphine de Beauharnais, mais rien d'autre. Mais vraiment rien de chez rien, en fait. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse être associé à Mademoiselle Lenormand. Allez, on réfléchit. Donc, on sait qu'elle tirait les cartes et que c'était une femme. Donc, il fallait trouver un jeu de cartes qui puisse être vraiment associé à sa personnalité. Et c'est là qu'il y a une légende qui en ressort. C'est que après la mort de Mademoiselle Lenormand, on retrouve dans son bureau une sorte de vieux jeu de cartes, en fait. Alors, ce jeu de cartes, il a été créé en 1799 à Nuremberg, en Allemagne. Donc, on retient le lieu parce que ça va nous servir. Ce jeu, elle ne l'a jamais utilisé dans ses consultations. Et ce jeu s'appelle, alors je m'excuse pour mon allemand en fait, ça s'appelle le Das Spiel den Orphen. Donc littéralement, ça veut dire le jeu de l'espoir. Et donc ce qu'ont fait les éditeurs français, c'est qu'ils se sont basés sur ce jeu. Ils l'ont un peu modernisé, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu un peu plus contemporain en fait, et ils l'ont appelé jeu de cartes du destin. Petit Lenormand, en fait, en référence à Mademoiselle Lenormand. Donc, il faut imaginer que nos amis allemands, ils n'ont pas trop apprécié le fait qu'on prenne
un jeu qui était d'origine allemande pour que les Français s'approprient ce jeu. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis allemands? Ils ont repris le jeu de l'espoir. Ils l'ont un petit peu aussi modernisé et ils l'ont appelé carte du destin, Mademoiselle Lenormand Carten. Donc il y a toujours la notion de Lenormand en fait. Donc on voit à travers cette approche un jeu auquel on va avoir la France et l'Allemagne qui vont jouer dans cette histoire en fait. Hein. Vous me suivez à ce niveau-là? Oui. Voilà, donc voilà. Mais le problème, c'est que ce jeu, il a traversé l'Europe et traversé les océans. Et c'est ça qui va faire sa popularité. Et notamment, il est très, très populaire au Brésil, en fait. Sauf qu'il ne s'appelle pas le petit Lenormand, il s'appelle le Baralho Cigano. Baralho, B-A-R-A-L-H-O, plus loin, Cigano, C-I-G-A-N-O. Donc, ça vient du portugais qui veut dire jeu de cartes gitan, mais généralement, il se présente plutôt comme Baralho Cigano avec la petite notion du Lenormand, en fait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, dans les années 2000, il a connu vraiment une renaissance, en fait. Et de nombreux illustrateurs ou praticiens, ils ont utilisé ce jeu pour en faire ses propres jeux. Et c'est le cas du Guilde de Rêverie Lenormand de Tiro Marchetti que je vous présenterai dans une prochaine chronique. Il est fantastique, hein, ce jeu. Mais vous avez aussi des versions type celtique, féerique, enfin voilà, tout plein d'approches dans ce jeu. Donc c'est vraiment l'idée que je voulais vous présenter sur le petit Lenormand. Alors ce qu'il faut juste savoir, la particularité de ces jeux, donc ce jeu a certes plusieurs noms, mais il se compose toujours de la même façon. C'est-à-dire nous avons toujours 36 cartes, toutes quasiment identiques, numérotées, et souvent il y a un petit cartouche en haut à gauche associé à une carte de jeu classique, hein, qui va du 6 à l'As. Donc nous avons 9 cartes avec le cœur, le carreau, le pique et le trèfle. Voilà, globalement, c'est un peu cette première approche que je voulais vous présenter sur l'histoire de ce jeu et comment il a été popularisé en fait, et comment il a été connu dans le monde entier. Alors, j'avais une question, Samuel. Donc, tu dis aussi Oui. que la version du petit Lenormand donc inspire aussi des univers comme l'univers celtique, féerique, païen et médiéval. Oui. C'est Oui. énorme, ouais, je savais pas. Oui, alors j'ai pas forcément conservé des jeux de cartes de ce type. Oui. C'est vrai que j'aime beaucoup le Tiro Marchetti, mais c'est vrai qu'on peut retrouver. Alors pour donner une petite idée, tout ce qui est celtique, etc. Nous avons par exemple la carte de la croix. En fait, donc d'habitude, elle se présente comme une croix classique, mais sur un jeu type celtique ou païen, ça va être une croix avec un cercle à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Un peu comme les croix bretonnes ou les croix druidiques en fait, avec ce cercle-là. Il y a aussi un jeu où au lieu que ça soit une croix, en fait, c'est l'ombre d'une personne qui prie, les bras ouverts. Donc on a vraiment cette image de la croix qui donne une approche un petit peu plus spirituelle à cette interprétation de cartes. D'habitude, elle est plutôt considérée comme un petit peu négatif lié au chagrin. Et là, dans certains jeux, alors c'est dans le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Grasse. Et là, on est plutôt sur une approche plus spirituelle. Et j'aime bien l'idée d'associer la croix plus à la spiritualité qu'au chagrin et à la tristesse. D'accord. Ce serait comme une sorte de mix entre... En fait, le petit Lenormand, c'est un oracle ? C'est ça. Alors au départ, c'était plus un jeu de cartes avec un petit côté divinatoire.
Disons que le terme oracle va plutôt intervenir sur des cartes avec un nombre de cartes qui peut varier en fait à ce niveau-là. Quand je pense par exemple à l'oracle G, on a presque 71 cartes. Tous les oracles ont des nombres différents. Le petit Lenormand, il aura toujours 36 cartes. Et tu sais pourquoi il y a 36 cartes? Alors, j'ai pas d'explication sur l'idée, c'est que ça se présentait un peu comme un jeu de loi, donc j'en parlerai sur une prochaine chronique. Mais dire pourquoi il y a 36 cartes, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Par contre, le jeu de loi, c'est original, oui. Ouais. Vous allez voir. Hein, en fait, c'est un peu comme le tarot en fait. Dans ça, au départ, le tarot était perçu comme un jeu de cartes en fait, auquel on avait donné un aspect divinatoire ou un intérêt divinatoire. C'est la même chose pour le petit Lenormand. Il était au départ quelque chose de ludique, mais qui s'est transformé en une approche beaucoup plus divinatoire et spirituelle aussi, vous verrez. Donc à l'époque, Mademoiselle Lenormand utilisait donc les cartes à jouer, traditionnelles. Ouais. Et elle a rajouté des symboles. Voilà, elle utilisait les cartes classiques, en fait, le cœur, le carreau, le trèfle dans ses consultations. J'ai un doute, mais je crois que dans le podcast de Mimi, je crois qu'elle s'intéressait au tarot, mais je ne sais pas si vraiment elle utilisait le tarot dans ses cartes. Je pense qu'elle utilisait plus les jeux de cartes traditionnels pour effectuer de la cartomancie. Est-ce que justement on peut pas avoir là la réponse à ta question, Alina, à savoir que vu qu'elle utilisait d'abord un jeu de 36 cartes à jouer, que du coup en fait elle a conservé, transformé, elle a adapté ce jeu de l'espoir ou le jeu de l'espoir qui a été adapté pour faire ce Lenormand sur la base de 36 cartes parce que c'était le jeu pas du tout. Alors, pas du tout, en fait. Hein. C'est vraiment deux jeux de cartes, mais complètement différents, avec des origines différentes, en fait. Hein. Le jeu de l'espoir a été publié en 1799 en Allemagne. Donc, il ne pouvait pas y avoir de corrélation avec les pratiques de Mademoiselle Lenormand et ce jeu, en fait. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est que le jeu de l'espoir est peut-être basé tout simplement sur le jeu de 36 cartes. Alors, sans doute, parce que dans le petit Lenormand, tu verras toujours un cartouche avec une carte qui est associée. Ça, c'est la chose. Alors, c'est vrai que ça m'arrive d'utiliser l'association dans les jeux de cartes, notamment pour les figures. Mais je pense qu'il y a sans doute une interprétation de la cartomancie un petit peu différente entre la cartomancie germanique et la cartomancie française. Je pense qu'il y a chaque pays a sa façon différente de pratiquer l'art divinatoire et d'interpréter les cartes divinatoires aussi. En même temps, ça paraît frapper au coin du bon sens. Hein. Oui, tout à fait. Parce que de toute façon, quand tu fais de la divination, tu vas parler à des références culturelles. Et on n'a pas les mêmes références culturelles en fonction de notre culture, justement. Mais après, essayer d'associer le jeu de cartes associé à la carte symbolique, je trouve que c'est un peu compliqué. Ça arrive que certains auteurs se sont penchés sur l'interprétation de la cartomancie sur la carte associée au symbole. Quand on débute, honnêtement, on va plutôt s'intéresser plus à l'image centrale qu'à la carte de jeu associée. Parce que c'est beaucoup plus parlant. Il vaut mieux se cibler sur cela. De fou. Enfin, moi, tu me sors une carte à jouer, je vais te dire, je vois le 7 de cœur, quoi. Enfin, ça va pas du tout me parler. Hein. Enfin, ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Mimi concernant notre petite rivalité Marseille Rider-Waite.
Ouais. Quand elle sort sur le Marseille, les mineurs sont des cartes mineures avec des bâtons, des courbes, des écus, tout ça. Quand elle me dit tu vois quoi, je lui réponds je vois des bâtons, quoi. Enfin, je vois des masses. Alors que sur mon rider, je suis guidé quand même. Ouais, il est plus illustré en fait. C'est un peu la même approche, c'est-à-dire vraiment d'avoir l'illustration en fait dans cela. Donc, elle a développé ce type d'art, on va dire cartomancie, et c'est grâce donc à ce type de jeu qu'elle a aussi été connue, quoi. Disons que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ce jeu de cartes qui l'ont associé à Mademoiselle Lenormand en fait, parce que l'idée c'était vraiment de trouver quelque chose qui puisse avoir un petit côté féminin aussi et sortir un petit peu des jeux de cartes de type le tarot qui était très très utilisé, hein. Par exemple, on va parler d'Etela en fait, hein, dans ça. C'était un tarot qui s'intéressait. Il y avait aussi cette approche masculine du tarot, alors que le normand, il y a plus une approche féminine, plus intuitive, plus imaginative, avec des symboles qui sont parlants en fait, hein. Pour vous donner un exemple, si je vous parle de la carte de la cigogne, je suis sûr que vous pensez de suite à la cigogne, c'est porteur des enfants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on sait que la cigogne, c'est un oiseau migrateur, en fait, donc ça parle aussi de changement, de déménagement aussi. Mais ce qu'il y a de particulier, et ça j'en reparlerai un peu plus dans d'autres chroniques, c'est que l'idée, c'est aussi que ces jeux de cartes, il y a une association, en fait. Par exemple, si je prends l'exemple de la cigogne, si à côté de ça, on a l'enfant, c'est soit l'annonce d'une naissance d'un enfant, soit l'annonce de quelque chose qui est en train de naître. Et c'est ça aussi la subtilité de ce jeu, c'est qu'il peut être aussi utilisé d'une carte, mais aussi être influencé par d'autres cartes. Alors, je vois, parce que je connais pas du tout le petit été là. Alors, j'en ai un petit peu appris grâce à Mimi, Vera, etc. Ouais. Mais je n'ai jamais fait de tirage avec ce jeu. Je regarde un petit peu les illustrations. J'aime bien me connecter quand les chroniques sont là et je fais vraiment la débutante, hein. Et je vois par exemple la carte de la cigogne, donc chiffre 17. Ouais, c'est ça, c'est la dame de cœur. Voilà, et effectivement. C'est la dame de cœur. Donc, si on regarde que la cigogne, on pense à ça. Mais si on utilise par exemple la dame de cœur, ça peut faire référence à plutôt un aspect maternel. Ça peut être plus une mère ou une grand-mère, quelqu'un de très maternel aussi. D'accord. C'est assez bluffant parce qu'on voit vraiment visuellement sur la lame. Je l'ai partagé sur le chat. En fait, c'est un mélange entre illustration reliée à la thématique, hein, du symbolisme de la lame, qui est la cigogne, plus associé au jeu de cartes à jouer, quoi. C'est ça. Alors, dans l'ensemble, il y a toujours la numérotation, etc. Mais certains auteurs contemporains ont tendance à supprimer la carte de jeu aussi associée, ne laissant que l'image centrale, ce qui donne plus un côté tableau en fait, oui, dans l'image sans surcharger la carte. Et en plus, alors il y a une signification sur la lame, en fait, on nous donne des informations sur c'est ça, le symbolisme. C'est ça. Voilà, ça j'en parlerai. D'accord. Moi je suis à fond. Ne me spoil pas. Désolée. Mais en fait, voilà, ça m'intrigue parce que tu connais un petit peu moins la radio, mais sans le savoir, en fait, je fais la même chose avec mes guidances. J'associe les objets des lieux avec des lames du tarot. Donc je me dis, c'est marrant, ça existe déjà, mais sous un autre jeu. Peut-être que tu devrais essayer sur le petit Lenormand, Alina. Ouais, parce que moi je découvre, hein, je vous le dis franchement, je connaissais le nom, etc., mais je me suis jamais attachée à ça, quoi. Donc ça me scotche un peu. Puis c'est très joli. Et c'est très joli, c'est très simple.
il n'y a pas trop de surcharge. Là, ce que tu as mis, c'est vraiment le petit, le normand. C'est des dessins qui sont vraiment. Il y a que le dessin en fait. Après, chacun l'interprète comme il sent par rapport à son intuition. Mais on retrouve vraiment un côté esthétique moins austère aussi qui est peut-être aussi le tarot. Mais il y a le petit quatrain aussi qui est toujours là, je crois. Aussi. Alors, le petit. Mais arrêtez de me spoiler. Arrêtez. C'est qu'on a hâte, Samuel, on a hâte. Arrêtez de me spoiler sur le 4-1. Le 4-1, je vous en parlerai la prochaine fois. Non, moi je te parlais de la présence du quatrain en fait. Il est toujours, il est toujours sur la carte. Hein. Enfin, en tout cas, tous les jeux de Lenormand que j'ai vu, il y est. Non. Là, tu as la version française en fait, à ce niveau-là, avec le 4-1. Mais dans la plupart, il n'y a pas le 4-1. C'est vraiment dans les versions francophones et notamment dans le petit Lenormand de chez Cartamundi, tu as ce 4-1. Parce que moi, les seuls que j'ai vus, il y est tout le temps en fait. Bon, j'en ai pas vu 36 non plus, hein, mais. Je pense qu'en fait, c'est parce que Alina a tapé le petit Lenormand et donc est tombée de suite sur la version française. Ouais. À ce niveau-là, je pense que si Alina avait cherché d'autres jeux de cartes, elle aurait eu d'autres cartes différentes en fait. Oui, tout à fait. Moi, comme je suis une bille, moi, je prends les premières lames que je vois, en fait. Ouais. Essaye de prendre le Tiro Marchetti et la cigogne. Tu verras que l'image est un petit peu différente et il n'y aura pas le 4-1 aussi. Ouais, là, tu vois, t'as mis d'autres images. Donc là, tu vois, là dans ces autres images, tu n'as pas le 4-1 qui apparaît. En fait, mais on a toujours cette image centrale assez scénarisée à ce niveau-là, mais toujours comme tu vois, tu as toujours la carte associée qui est soit au milieu, soit dans un coin, et tu as toujours la numérotation, donc de 1 à 36. Alors, je vais chercher avec Tiro Marchetti. Ah bah oui, effectivement, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Et tu vois, t'auras pas ce petit 4-1 en fait qui fait vraiment l'originalité du jeu français. Mais tu vas voir dans le Tiro Marchetti, il y a vraiment quelque chose. Alors j'en parlerai dans une autre chronique, mais quelque chose d'assez féerique, d'assez. Ah ouais, j'adore. Ouais. Ah, c'est vachement beau. Hein. Ouais, comme tu dis, ça fait très féerique. Hein. Ça fait très, ça fait très féerique. C'est très numérique aussi quand tu regardes. Et c'est ça aussi qui fait son évolution dans l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui était assez imprimé, dessiné en fait. Il a été modernisé toujours en s'inspirant sur l'histoire initiale de ce jeu en fait. Et c'est vrai ce que tu dis. La version française me rappelle plus la vision du tarot de Marseille à l'ancienne. Oui. Avec le jeu des cartes à jouer à l'ancienne aussi. Ouais. Visuellement, graphiquement parlant, on est plus à l'ancienne là. Moi, tu verras, je te mettrai un jeu encore plus ancien. Mais je veux pas que vous spoilez en fait. Non. Mais bon, voilà, on commence une nouvelle ère autour des chroniques et ça promet du bouillon. Parce que bon, voilà, c'est beau, on peut pas s'intéresser à tout. Et c'est ça qui est beau avec ces émissions, c'est qu'on ouvre le champ des possibles. Et vous apprenez avec nous aussi, c'est juste beau. Donc merci beaucoup Samuel, vraiment. Merci à vous deux et merci aux auditeurs.